C'est le grand retour de Raphaël sur mes podcasts. T'as fait la martingale, toi, déjà ? Jamais, d'accord. On a fait un épisode sur Génération Do It Yourself. Absolument. J'ai fait un épisode sur le podcast de Matera, d'ailleurs. Absolument, tu m'as invité. ouais. C'était très sympa. Là, on va se dire qu'on est potes et qu'on c'est de l'entre-soi, mais pas du tout. On s'entend bien, hein, d'ailleurs. Non pas que je pense pas que t'es un gros con. J'espère que c'est réciproque. Mais on va parler d'un sujet qu'on n'a jamais abordé depuis 5 ans sur la martingale. Pourquoi je ne l'ai pas abordé ? Il s'agit des BSPCE. On pourrait parler un peu de stock options, on pourrait parler de plein de choses. Il y a plein de diverses manières d'intéresser les employés dans l'entreprise. Pourquoi j'en ai pas parlé jusque maintenant ? Principalement parce que c'était peut-être pour moi un peu trop Startup Nation, un peu trop... voilà, alors que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde et que ce soit les entreprises, les entrepreneurs et ou les collaborateurs. Moi, j'aime bien, les auditeurs de la martingale le savent, mais l'expression que je préfère, je crois, anglo-saxonne, c'est skin in the game, avoir, tu vois, de la peau, de jouer ta peau dans quelque chose. Quand tu es dans une entreprise et que tu joues pas ta peau, et en fait, et que tu as juste 2-3 actionnaires, quelques dirigeants, c'est pas très intéressant. Les Américains l'ont bien compris. Ils intéressent tout le monde. Dans tous les chez Facebook, enfin Meta, chez Amazon, dès que tu arrives, tu as des stock options, des refreshers tout le temps pour te dire si on grossit ensemble et toi aussi tu as intérêt à faire grossir le cours de l'action. Oui, carrément. En fait, c'est pas juste d'ailleurs une question de intéressement des salariés pour de la performance, c'est aussi une question quasi politique de répartition des richesses. En fait, si tu veux, les BSPCE, ça rentre dans une logique plus globale qui est l'actionnariat salarié. Et c'est quelque chose qui avait déjà été poussé par De Gaulle. Tu vois, moi, j'étais à la fac de droit, j'adorais les cours d'histoire. Et on m'avait déjà parlé du fait que l'actionnariat salarié, c'était quelque chose qui avait été notamment impulsé par De Gaulle. Je crois que Sarkozy en avait beaucoup parlé. Il voulait qu'il y ait un tiers d'actionnariat salarié, un tiers de dividendes et un tiers de réinvestissement dans les entreprises. Et si tu veux, c'est vraiment comment aussi on répartit la richesse que l'entreprise produit. Et les BSPCE, ça s'implique là-dedans, quoi. Très clair. Je reviens des États-Unis, moi, où c'est vraiment quasi une religion. Ouais. Les Américains ont compris un truc que les Français n'ont pas compris du tout, complètement en tout cas. Non, mais même pas du tout. Chez eux, c'est quasiment une obsession. Ils disent avoir de l'equity. J'en parlais avec Ilan Abeacera, que je connais bien, à New York, et... il avait plusieurs manières de le mettre en avant, et lui il dit aussi d'avoir de la perspective, mais en gros là-bas il considère que le salaire c'est juste pour gérer ton quotidien, tes flux. D'ailleurs, comme ils n'ont pas de protection sociale, rien, pas de chômage, enfin il y en a en vrai, quand tu creuses un peu il y en a, mais c'est très court, pas très important. En fait ils savent que leur vraie richesse c'est avoir des parts, des actions et des choses comme ça. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais ils ont des stratégies pour le faire qui sont intéressantes. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, c'est lié à une chose, c'est l'éducation financière. Et en fait, je pense qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup d'avance là-dessus, en effet. Ils sont beaucoup plus avertis sur le sujet, alors qu'en France, on est beaucoup moins formés à ça. Et peut-être que si on était plus formés, les salariés demanderaient plus justement de BSPCE, d'actions gratuites, etc. Parce qu'ils savent que c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus dans leur intérêt, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est vraiment une question culturelle, philosophique, psychologique de groupe. Ouais. C'est qu'eux, ils n'ont pas le choix. Nous, on est protégés, j'y reviens, tu vois, mais le fait d'avoir ton chômage, ta retraite, des choses comme ça, qui sont quand même gérées par l'État et par les autres, en tout cas par la société, à un moment, en fait, c'est pas très grave. Si t'as pas d'action, si t'as pas de... En fait, l'éducation financière, c'est nécessaire. Sinon, tu finis littéralement, tu te fais virer, tu finis à la rue. Tu te fais virer, t'as pas de chômage, tu dois payer ton loyer ou ton emprunt, tu peux pas. Salut, au revoir, quoi. Fentanyl, salut, tu vois. Ouais. Je pense qu'en plus, c'est pas qu'une question de protection, mais c'est aussi une question de comment est-ce que tu accrois un peu ta richesse. Et je pense qu'on va en discuter, mais sincèrement, aujourd'hui en France, compte tenu des taxes sur le salaire, etc., c'est assez dur de devenir vraiment plus riche que ta situation actuelle uniquement via le travail, mais ça passe nécessairement par
de l'actionnariat, quoi. Mmh. Et donc, je pense qu'aux États-Unis, ils ont bien compris que justement pour faire ces gains, tu vois, de niveau de richesse, ça passe nécessairement par de l'actionnariat. Ok, tu vas m'expliquer ce que c'est BSPCE. Avant ça, juste pourquoi toi, Raphaël Di Meglio, tu es legit pour me parler de ça. Tu es le fondateur de Matera. Ouais. Qu'est-ce que c'est Matera ? Matera, c'est le syndic du 21e siècle. Mmh. En fait, on est dans la gestion de copropriété. Un merveilleux secteur avec beaucoup de problèmes à résoudre. Et on essaye d'apporter plus de transparence, plus d'efficacité pour des copropriétaires en France et en Allemagne. Et depuis, on a aussi lancé ce qu'on appelle la gestion locative, même la transaction récemment, et on fait de l'assurance multirisque immeuble. Donc, tout ce dont tu as besoin pour ton logement, tu peux venir voir Matera pour le résoudre. Trop bien. Transaction pour des immeubles ? Transaction, en fait, c'est juste accompagner les propriétaires pour vendre leur appartement. Ok. Bah voilà, super Matera. Moi, j'adore la vision, et puis qui est une vision très tech, mais pas que. Et ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que vous venez d'une vision tech, mais qui sert à augmenter aussi le monde réel, quoi, un peu. Ouais, pendant longtemps, on a cru qu'on pouvait résoudre tous les problèmes par la technologie. On en est un peu revenu. Et sur notre secteur, en tout cas, il y aura toujours besoin d'humains, que ce soit pour de l'accompagnement client, résoudre des problèmes un peu complexes qui ne peuvent pas être résolus par la tech. Et donc, oui, il y a une couche de service et d'humain dans nos offres. C'est une boîte autofinancée ? C'est une boîte où on a levé des fonds. Ok. En tout, depuis 2017, on a levé 50 millions d'euros. 50 millions, ok. Ouais. Et aujourd'hui, on a une belle progression. Donc, on fait un peu plus de 20 millions de chiffre d'affaires et on est rentable. Donc, bravo. merci. Et vous faites des acquisitions, on y reviendra éventuellement, de syndics notamment, pas mal. Écoute, on a signé hier notre première lettre d'intention, donc j'en suis particulièrement fier. Ouais. Mazel tov. Donc, on va pas parler de syndic aujourd'hui, c'est pas l'idée, mais j'imagine que si tu es legit pour parler de BSPCE, c'est que tu en as fait chez Matera, c'est ça ? Ouais, depuis le jour 1 de la boîte. Ok, alors, qu'est-ce que c'est ? Déjà, ça veut dire quoi, tu sais ? Ça veut dire bon de souscription de part de créateur d'entreprise. Ok, donc tu vas bon de souscription de part de créateur d'entreprise. La BSPCE, c'est un fonctionnement très spécifique. Ouais. Je vais te l'interpréter à ma manière et tu vas me dire où est-ce que j'ai raison, tort. Mais l'objectif, c'est de donc distribuer des actions à des personnes qui travaillent pour la boîte. Si tu travailles pas pour Matera, tu peux pas en avoir. Pardon. Voilà. Ça restera dans le podcast. Excusez-moi tous. Donc, il faut que tu travailles pour avoir des BSPCE. Faut que tu sois salarié, ouais. Ça peut être des gens qui travaillent à mi-temps, quart-temps, mais voilà, il faut que tu sois salarié. Et alors, il y a des choses, c'est pas des actions gratuites. Hein. Non. Donc, il y a plein de règles possibles. Tu peux mettre pas mal de choses, il faut se faire accompagner. Alors, il y a des plateformes qui te permettent de faire ça, hein, je crois. Alors, il y a des plateformes aujourd'hui qui te permettent de suivre, en fait, à qui t'en as donné, à quel prix d'exercice, etc. Je crois que nous, on passe par quelque chose qui s'appelle Uplo. Ouais. Mais je sais pas si pour la création, enfin, vaut mieux passer par un avocat. Très honnêtement. Ouais, je vois, mais voilà, Ledgy, Uplo, Legals, qu'est-ce que j'ai ? Mais oui, je crois que Uplo, L-A-O-A-W, et gestion de l'actionnariat salarié, suivi BSPCE, AGA, etc. Ouais. Donc, AGA. Et donc, tu peux avoir des règles qui sont... il y a un prix d'achat, il y a des dates d'achat, il y a ce que tu appelles du vesting, on doit regarder les termes en français, il y a des plages, des moments où tu peux vendre, des moments où tu peux pas vendre. En fait, tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne ? Ouais, carrément. Donc déjà, l'idée des BSPCE, c'est exactement ce dont on discutait au début, c'est à la fois intéresser le salarié à la réussite de l'entreprise et aussi essayer de trouver une formule de répartition des richesses qui est plus pertinente que juste l'actionnaire, enfin tu vois, les fondateurs ou les fonds d'investissement récupèrent toute la mise par la suite, et en fait c'est partagé aussi avec ceux qui contribuent à la réussite de l'entreprise, c'est-à-dire les salariés. Donc ensuite, pourquoi est-ce qu'on fait des BSPCE par exemple et pas des actions gratuites où en fait tu deviens directement actionnaire via les actions gratuites, alors que les BSPCE, c'est si tu veux des options pour acheter des actions. Donc c'est des options pour les acheter dans le futur. Exactement. Quand on t'attribue des BSPCE, tu n'es pas encore actionnaire de la société. Ça, c'est très important. Le problème des actions gratuites, c'est que c'est considéré comme de la rémunération. Et la rémunération, c'est taxé.
Et donc, si tu fais un plan d'action gratuite dans ta société au fur et à mesure du temps, l'État va s'intéresser, et particulièrement l'administration fiscale, en disant en fait, tu distribues pas du salaire, mais tu distribues quelque chose qui a de la valeur directement. Et donc, on va venir te taxer là-dessus. Et donc, ok, je vais expliquer ça en chiffres. Vas-y. Imagine, toi, tu as levé 50 millions. Ouais. Okay, ouais. On va dire que la boîte valait 200 millions à ce moment-là. Si tu veux pas forcément. On peut dire qu'aujourd'hui, elle vaut 200 millions. Ouais. Bon, elle vaut 200 millions. Ouais. Toi, à un moment, tu distribuerais 0,1% à un cadre de Matera en action gratuite. Ouais. Si tu distribuais ça, ça fait 200 000 euros. Ouais. 200 000 euros sur lesquels il serait taxé à probablement 40%. Ouais. Donc 40% de 200 000 euros, ça fait 80 000 euros. Ouais. Donc à ce moment-là, ton cadre dirigeant, il aurait ses 200 000 euros. D'ailleurs, il n'aurait pas ses 200 000 euros, il aurait son 0,1% de Matera. Exactement. À la fin de l'année, il devrait payer aux impôts 80 000 euros. Ouais. Et si l'action Matera, dans 3 ans, elle a été divisée par 3, eh bien, elle passerait de 200 à 80, enfin j'arrondis, mais à 70 000, 66 666. Et lui, il aurait perdu 14 000 euros. Ouais. Parce qu'en gros, il aurait payé, et là, il ne récupère pas. Hein. Non. Et par ailleurs, Matera paye aussi des charges sociales, etc. dessus. Exactement. Donc les actions gratuites, c'est quand même un peu coûteux. Et en plus, un peu risqué. Alors que les BSPCE, c'est un mécanisme extraordinaire parce que au moment où tu les attribues en fait aux salariés, ni la société ni les salariés ne payent de charges sociales, ne payent d'impôts, etc. Et donc comment ça fonctionne ? En fait, c'est une option pour acheter les actions de la boîte dans le futur à une valorisation qui est prédéterminée. C'est quoi l'idée derrière ? C'est que en général, quand tu rejoins une entreprise, et particulièrement les startups, la valorisation de l'entreprise va augmenter au fur et à mesure du temps. En 2017, quand on a créé Matera, Matera valait 0. Aujourd'hui, Matera vaut 200 millions d'euros. La valorisation a augmenté. Les gens qui sont arrivés chez Matera au tout début, on leur a attribué des BSPCE. Le prix d'exercice, la valorisation de l'époque, mettons que c'est 1 euro. Aujourd'hui, la société vaut 200 millions d'euros. Et donc, s'ils exercent leurs options d'acheter les actions de Matera avec le prix d'exercice qu'ils avaient à l'époque, la différence entre la valorisation d'aujourd'hui et la valorisation de l'époque, c'est ce qu'ils vont gagner fois le nombre de BSPCE qu'ils ont. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant. Et en fait, l'autre chose qui est intéressante, c'est que tu exerces tes options à un moment donné, mais tu peux les exercer quand tu veux. Et souvent, tu les exerces quand il y a un moment de liquidité. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui rachète des bouts de la boîte. Exactement. Elle est introduite en bourse. Il y a une levée de fonds avec une partie de cash out, comme on dit, pour les fondateurs ou les employés. Exactement. Okay. Et donc, si tu es arrivé quand Matera valait 100 millions d'euros, et donc ton prix d'exercice était lié à la valorisation qui était de 100 millions d'euros. Si tu veux les exercer dans le futur, par exemple quand la boîte vaut 200 millions d'euros, tu dois payer ce montant de prix d'exercice fois le nombre de BSPCE que tu as. Donc, mettons que c'était 10 euros le prix d'exercice, tu en avais, 1000, tu dois payer 10 000 euros à la société pour les acquérir. Sauf que quand tu le fais au moment de liquidité, en fait, ce moment où tu dois acquérir l'action Matera et le moment où tu la vends en même temps, parce que quelqu'un veut te la racheter, tu n'as pas besoin de sortir d'argent. Et donc, tu vends directement, par exemple, si la valorisation est de 200 millions, tu vas le vendre, mettons 20 000, on avait dit que c'était 10 000, et tu vas gagner la différence entre les deux. Donc, tu n'as pas besoin de sortir d'argent. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est neutre pour le salarié, quoi. Et alors, tes 10 000 d'achat, c'est toi qui achètes, donc c'est pas considéré comme une rémunération ? Alors, c'est pas considéré comme une rémunération. C'est pas comme des actions gratuites ? Non. Mais après, c'est taxé, si tu veux, sur la plus-value. Parce que voilà, donc c'est les 10 000 de plus-value qui vont être taxés sur une flat tax pour l'instant. Alors, ça va changer peut-être un peu, mais sur la nouvelle loi, mais c'est 30% en gros, quoi. Exactement, c'est 30%. Alors, il y a quand même une petite subtilité sur laquelle il faut faire attention. Et là, on rentre dans un niveau d'expertise poussé, mais je suis content de pouvoir en parler. C'est qu'en fonction de ta durée d'existence dans l'entreprise, tu as un montant qui est différent. Ok. Je crois que ça implique une différence sur la CSG ou sur la CRDS ou je ne sais. Ça baisse plus tu restes, moins c'est, non, j'imagine. Ouais. Ça augmente je pas. crois que c'est la limite, c'est 3 ans. Ok. Mais avant 3 ans, tu as un certain montant. Après 3 ans, tu as un certain montant. Donc, il faut faire attention au moment où tu exerces. Que voilà, tu sois là depuis plus de 3 ans, quoi.
Ok, ça c'est clair. Donc si je reprends, tu rentres dans une boîte, l'intérêt c'est ça, hein, c'est quand tu arrives dans les tout premiers, Ouais. tu rentres, pour faire simple, dans Matera quand ça vaut 2 millions, Ouais. tu es un des 3 à 8 premiers collaborateurs, Oui. toi tu dis que c'était depuis le début, tu as pris 1% de Matera, Ouais. bon alors, il se trouve que le pourcent il se diminue parce qu'il y a des augmentations de capital, donc ton pourcent à la fin, à chaque fois tu perds 20%, 20%. Ouais, tu peux être dilué. Ouais. Tu peux être dilué, comme on dit, donc à la fin, il va se transformer en 0,5 par exemple. Ouais. Mais ton pourcent, tu l'achètes sur une valo à 2 millions, donc ça fait 2000, non, 20 000, 10% de 100 000, 1% de 20 000. Donc ton pourcent, il coûte 20 000. À la fin, il te reste 0,5% sur quelque chose qui vaut 200 millions. Ouais. Donc là, 0,5% de 200 millions, ça fait 1 million. Ouais. Donc tu passes de 20 000 à 1 million. Ouais. Là, t'es pas mécontent, quoi. C'est un peu le pari que tu fais sur ce genre de boîte, quoi. Alors, il y en a pas beaucoup qui arrivent où tu passes de 20 000 à 1 million. Et ben écoute, c'est intéressant parce que je crois que c'est exactement la situation d'un des premiers employés de Matera, qui s'appelle Pierre Bérard, d'ailleurs, qui m'a envoyé un WhatsApp il y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, en me disant Hello Raphaël, je sais pas, il met une blague au début pour détendre un peu l'atmosphère. Voilà la photo de ma Ferrari. Ouais, voilà. Non, mais c'est où on est Matera, j'aimerais bien m'acheter un appart, machin, et exercer mes BSPCE, quoi. Ouais, donc okay. c'est exactement ça. Et je crois que les montants que tu as donnés sont à peu près exactement ce qu'il détient et le potentiel qu'il a de gain. Ouais. Mais tu vois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ton salaire, tu vas avoir, je sais pas, chez Matera, les salaires, ils vont de 50 000 à 140 000 euros. Sur une année, et donc ça c'est hors charge que tu vas payer par la suite, hors impôt sur le revenu, etc. Donc tu vas gagner, je sais pas, 70 000 euros, mettons, sur une année. Tu vois, lui, il peut gagner 1 million, mettons qu'on enlève 300 000, il peut gagner 700 000 euros, tu vois. 700 000 euros, c'est 10 ans du coup de salaire. Et donc c'est vraiment là qu'il faut avoir une idée précise des ordres de grandeur. 700 000 euros net, hein, là. 700 000 euros net, on parle. Ouais. Et donc, voilà, c'est là où ça devient intéressant, c'est que en France, on a un risque qui est de devenir un pays soit de vieux riches, soit d'héritiers. Parce que le salaire est beaucoup taxé, que les vieux se sont enrichis via notamment l'immobilier, et que l'héritage n'est pas trop taxé. Enfin, est un petit peu taxé, mais grosso modo, les vieux riches font des jeunes riches qui n'ont pas forcément travaillé, quoi. Et si on veut faire plus de mouvements, si tu veux, dans les classes sociales, et l'actionnariat salarié, c'est un très bon levier, et c'est l'exemple que je viens de te donner. Il peut gagner 10 ans de salaire juste avec ses BSPCE, quoi. Et donc, il faut participer à cette éducation financière, il faut pousser les salariés à demander des BSPCE aux entreprises, c'est ça qui va faire bouger les lignes, et il faut que les salariés, quand ils rejoignent une boîte, ils aient aussi ça en tête. Et il y a une chose qui est importante aussi, c'est que tu peux très bien rejoindre Matera aujourd'hui à une valorisation de 200 millions, et faire tes calculs sur un coin de table et te dire qu'en fait Matera dans 4 ans ça vaudra peut-être 600, peut-être dans 5-6 ans ça vaudra 800 et espérer là-dessus, quoi. C'est pas fini parce que t'es pas passé dans le wagon de 0 à 200, quoi. C'est sûr, hein, et tu regardes les Conto, Lydia, Swile, Doctolib, Alan, tout ça, enfin t'as quand même des boîtes, quand tu parles de licorne, qui vont valoir 4-5 milliards. Ouais. Je veux dire, si t'es arrivé sur une valo à 100 ou 200 millions, t'es content, quoi. Ouais. Et tu vois, Conto, il y avait un article dans la presse il y a pas plus tard que la semaine dernière qui disait Conto organise une session d'actions pour un certain nombre de salariés à la valorisation du dernier tour, donc je crois que c'était 4 milliards et quelques, pour créer de la liquidité auprès de ses salariés. Ouais. Et c'est exactement ça. Et c'est une excellente idée. 4 milliards, t'arrives... Quand tu vois là, les montants qu'on a évoqués, tu as probablement des gens qui touchent 10, 15, 20 millions. Hein. Enfin, on est sur des trucs. Alors, je ne connais pas la politique de BSPCE de chez Conto, mais tu as probablement des gens qui deviennent millionnaires grâce à Conto. Et je ne parle pas des fondateurs. En tout cas, dans certaines des boîtes dont je parle, je sais qu'il y en a qui sont des employés qui sont, je ne sais pas s'ils les ont touchés en cash, mais en valeur d'action des montants supérieurs à 10 millions. Quoi. Ouais. Et il y avait un article aussi sur Nvidia. Ouais. Aux États-Unis. T'es en centaines de millions potentiellement. Non, mais c'est ça, c'est que ils avaient un problème, c'est que tous leurs développeurs, tous leurs software engineers avaient touché 15-20 millions d'euros
et du coup voulait plus venir au boulot, quoi. Et donc ça peut aussi créer des problèmes par la suite. Bon, après Nvidia c'est quand même un cas particulier. Après je pense que selon les boîtes, mais il y avait ça un peu dans les années 90, début 2000, chez Microsoft, t'avais... alors c'était un peu le cliché de la secrétaire, c'était un peu sexiste, mais c'était un autre monde, un autre temps, mais qui débarquait en Ferrari au bureau, quoi. Mais voilà. Alors, ce qu'il faut voir, moi je suis de toute façon à fond. C'est pour ça. C'est pas toujours si simple à mettre en place. Alors, il y a de plus en plus de SaaS, on parlait de Plo ou de gens qui peuvent t'accompagner pour le faire et le faire plutôt facilement et la distribution assez facilement. Moi, je dois le faire d'ailleurs sur une des boîtes pour 2025, donc je vais m'y remettre un petit peu. C'est pas toujours si simple et il y a des gens qui sont contre, ou en tout cas il y a des tu vois, dans la Startup Nation, alors ça, moi je pense que je te vois un peu étonné, non? Je comprends quand on peut être contre en ça. fait, je vais t'expliquer, je vais te dire, mais et pour moi c'est vraiment le mal français. Ces gens-là, c'est le mal français. Et si vous nous écoutez, que vous en faites partie, mais changez de mentalité, je vous en supplie. J'espère que tu vas citer des noms. Non, mais j'en ai pas, mais je l'ai vu, en fait, des gens qui disent, mais c'est une banane, ce machin, c'est de l'arnaque, parce que c'est les patrons de start-up qui te proposent ça en te proposant de s'enrichir, alors qu'en fait, c'est pour diviser ton salaire par deux, etc., etc. Mais moi, je parlais de skin in the game tout à l'heure. C'est le jeu des start-up, mes chéris, en fait, quoi. T'es pas prêt à rentrer dans de la BSPCE, mais va chez Orange, quoi. Ou va chez Engie, va travailler à la mairie de Paris. C'est très bien. Honnêtement, je dis pas ça, j'ai zéro condescendance. Il y a plein de gens dans toutes ces boîtes qui sont très heureux, qui trouvent leur nature. Mais la nature de la start-up, c'est un truc qu'on se met tous ensemble à bosser comme des yinches. Et si ça marche, on gagne beaucoup. Si ça marche pas, on perd. Ouais, absolument. Et en plus, c'est pas parce que tu files des BSPCE que t'es obligé de mal payer. Hein. Non. Après, ça dépend, toi t'as levé pas mal, mais dans beaucoup de startups, il y a quand même un moment où ce que tu appelles le trade-off, la négo, c'est que tu acceptes de bosser plus, parce que c'est dur, parce que ça grossit vite, parce que c'est d'être payé, on va dire raisonnablement, mais pas forcément... ouais, ça je pense que c'est beaucoup au début de la boîte. Ouais, au début de la boîte, c'est vrai que t'as pas beaucoup d'argent. Startup, pas scale-up. Hein. Moi je parle t'es passé dans le mode scale-up, probablement. T'as raison. Au début de la boîte, t'as pas beaucoup d'argent, t'as encore tout à prouver. Et du coup, t'as quand même besoin d'attirer des talents, mais t'as pas énormément de rémunération à la Dans les 2-3 premières années, quand t'as pas levé 20-30 millions, t'as pas un salaire au-delà de 100 000. Hein, je veux dire, c'est hors de question. Je suis d'accord. Et là où t'as entièrement raison, c'est de l'arbitrage individuel, quoi. Si quelqu'un en âme et conscience est capable de se dire, bah ça c'est intéressant pour moi et j'estime que la boîte peut grossir et du coup mon espérance de gain est forte, et que ça l'intéresse de bosser là-dedans, complètement, quoi. Mais tu vois ton poteau, comment il s'appelle Pierre Bérard. Pierre. Ouais. Il est arrivé, il était dans les premiers employés, il a pris 1% de Matera. Ouais. Il gagnait combien? Écoute, il gagnait... je sais plus. Non, mais il gagnait 60 000, ouais, je veux dire. Oui. Voilà. Oui. Bah, voilà, il est là le délire. Donc t'acceptes pas. Mais probablement qu'ailleurs, chez EY ou chez je sais pas qui, il aurait pris 100 000, le solide. Voilà, mais c'est le jeu. Il a joué, il a gagné. Oui, mais il aurait gagné quoi, 10-15 000 euros de net plus par an? Là, il va gagner 10 ans. Bah ouais, mais c'est le jeu, il a gagné encore une fois. Ouais, il y a des gens qui perdent. Et alors là, il y a des gens qui perdent complètement. J'ai eu un super échange. Je crois que c'est dans l'épisode avec Jeff Clavier. Je crois qu'il me le dit dans l'épisode. Donc je reviens de la Silicon Valley. Il me dit en fait là-bas, en tout cas les ingénieurs, les software engineers là-bas, en fait, ils ont compris. Et pour se dérisquer, c'est comme au casino en fait. Ils font 4 ans dans les boîtes, 3-4 ans. Ils prennent leur BSPCE, ils vont assez tôt dans les boîtes, ils prennent leur stock option là-bas, c'est comme ça que ça s'appelle, et ils changent de boîte, ils changent de boîte. Et en fait, ils restent pas dans la même boîte. Ouais. Ils y vont assez tôt, ils prennent pas mal de BSPCE. S'ils gagnent 4 fois, les mecs, ils sont dans l'espace. Ouais. Si en plus, il y a un moment, tu la vois, la boîte qui va sauter, qui va exploser, tu vois. Et donc, en fait, au bout de 12 ans, tu te retrouves avec, si tu as pris 1% dans celle-là, 1% dans celle-là, 1% dans celle-là, et que tu as 1 ou 2 tickets gagnants, t'es refait. Non, mais donc, alors, après, c'est le jeu aussi, hein, c'est le jeu des employés, vous avez le droit de faire ça. Complètement, et je connais des gens en France qui le font. Ouais. Je connais des gens qui ont fait Payfit, Matera, là qui sont dans une nouvelle start-up. Enfin, il y en a en France et ils ont complètement raison de faire ça. Raison. Déjà, ce qui est intéressant aussi, c'est que la durée de 4 ans que tu évoques, elle n'est pas anodine. Pourquoi est-ce que les gens restent 4 ans ? Souvent parce que les plans de BSPCE sont organisés de la manière suivante, c'est qu'il y a des années bissextiles, non, rien à voir. C'est une nouvelle notion qu'on va introduire qui est le vesting. Ouais. En fait, quand on t'attribue des BSPCE, on te dit
quand même, on va pas tout donner tout de suite. Parce que sinon, tu vas te barrer tout de suite. Tu vas te barrer et voilà. J'ai pris mon pourcent, salut, au revoir, Raphaël, Exactement. c'était sympa, j'aime beaucoup ce que tu fais. Exactement. Et en fait, les durées de vesting sont souvent calquées sur 4 ans, où en fait, on va donner 25% la première année, 25% la deuxième, 25% la troisième, 25% la quatrième. Donc, à toutes tes dates anniversaires de signature d'embauche, Exactement. tu vas, comment on traduit vesting? Vester. Tu vas, tu vas récupérer, ouais, je sais pas comment dire. Bon, t'encaisses, en tout cas, tu as le droit d'exercer 25% de plus. Donc, exercer, ça veut dire les acheter. Hein. Ouais, ça veut pas dire que tu les as, mais tu as le droit de les acheter. Donc là, ton pourcent à 20 000 euros, par exemple, je reviens sur notre ami Pierre Bérard. Donc 5 000. J'espère qu'il va m'écouter. Suivez Pierre Bérard sur LinkedIn, dites-lui qu'on l'embrasse. Allez, faites ça sera en plus, rigolo. j'adore ce mec. Ouais, faites-le. Et donc, tu vas avoir le droit d'acheter à 5 000 euros tes 0,25%, puis l'année d'après, 0,25 à 5 000, etc., etc. Exactement. Et là-dessus, tu rajoutes une notion, je ne sais pas si tu fais ça, de refresher. Non, alors tu fais pas ça, non. les Américains, ils font ça. C'est-à-dire que tous les ans ou tous les 2 ans, en fait, ils te disent, bon, tu as eu 1% au début, maintenant la valeur de la boîte augmente. Pour te fidéliser, je te rajoute, c'est plus 1%, mais ça va être 0,5 ou 0, avec la valeur de la boîte. Et donc, un truc toujours d'une valeur, on va dire, tu vas pouvoir toujours acheter l'équivalent de 20 000 euros, par exemple. Sauf que tes 20 000 euros, c'est moins de part de la boîte. Et tu as le choix, quoi. Non, exactement. On le fait pour une raison qui est assez simple, c'est qu'on ne veut pas que quelqu'un qui arrive dans la boîte, et du coup à qui on va donner des BSPCE, soit dans une meilleure position que quelqu'un qui est là depuis 4 ans, mais à qui on ne va pas redonner des BSPCE. Et donc nous, on redonne des BSPCE, même aux gens qui en ont déjà eu, parce que, en fait, avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît par exemple le produit pour les développeurs, c'est super intéressant, et donc c'est complètement légitime de le faire, quoi. Et aussi, il faut bien avoir une notion aussi qui est pas le vesting, mais qui s'appelle le cliff, qui est encore une nouvelle notion à connaître, pour pas se faire bananer, qui est que souvent les boîtes mettent... Cliff étant un terme technique, bananer un petit peu moins, je préviens pour ceux qui ne connaissent pas. Mais on mettra tous les termes, y compris bananer, dans le descriptif de l'épisode. Parfait. Le cliff, c'est souvent une durée de 1 an, où on dit en fait, avant que tu aies passé cette date d'anniversaire de 1 an, tu as le droit d'exercer 0. Et ça, c'est important. C'est si tu restes moins d'1 an en général, là, on t'attribue 0 et tu n'as même pas le droit d'exercer les 0,25 auxquels tu aurais droit normalement, quoi. Ok, ouais. Voilà. Donc le cliff, c'est le moment où... Exactement, la durée minimale de rester pour pouvoir exercer ses BSPCE, quoi. Ok. Donc le cliff, généralement, c'est 1 an. Souvent. Souvent. Donc souvent, règle 4 ans pour exercer la totalité de tes BSPCE, le vesting total, et tous les ans 0,25. En gros, ça, c'est un peu une norme. Exactement. Et donc, encore une fois, je rappelle que quand tu as dépensé, si tu décides de vester tes 0,25 ou tes 0,5 au bout de 2 ans, tu vas payer donc 10 000 euros par exemple pour 0,5, d'exercer ton vesting, d'exercer tes BSPCE. En revanche, tu achètes les actions à ce moment-là. Mais tu peux pas les revendre tout de suite. Hein. T'es juste actionnaire d'une boîte, quoi. Exactement. Si t'as pas de moment de liquidité. Non, c'est pas c'est pas comme une action en bourse. Non, absolument. C'est pas liquide. Il y a de temps en temps des boîtes qui te forcent à revendre tes actions quand tu pars aussi. Ça se fait de moins en moins. Alors non, Alors, donc comme le BSPCE, t'es pas actionnaire de la boîte. Il y a des plans de BSPCE qui, et ça il faut faire super gaffe là-dessus, c'est bien que tu en parles, qui disent en fait, à partir du moment où tu n'es plus dans la boîte, tu n'as que 3 mois pour exercer tes BSPCE, sinon tu les perds. Et ça c'est super dangereux parce qu'en fait, il y a 1000 raisons pour lesquelles tu peux quitter la boîte, mais tu n'as pas envie de perdre tes BSPCE. Tu n'as pas forcément les 10 000 euros déjà pour les acheter. Tu n'as pas forcément l'argent pour les acheter dans la période de 3 mois. Et donc, en fait, tu perds tous ceux pourquoi tu as bossé. Et ça, c'est un peu une arnaque. Et en fait, grâce à Alan, il faut le dire, qui a importé cette pratique en France, en fait, on a allongé la durée qui te permet d'exercer tes BSPCE après ton départ de la boîte. Je crois que Alan fait 7 ans de mémoire. Nous, on fait 3 ans. Donc, pendant 3 ans après ton départ de la boîte, tu as encore le temps d'exercer tes BSPCE pendant ces moments-là. Mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, du coup, tu n'as aucun intérêt à le faire tout de suite. Je veux dire, non. Puisque tu connais pas la valeur de la boîte à venir. Et qu'il n'y a pas de moment de liquidité. Si jamais la boîte dégringole et que toi, tu investis tes 10 000 et que la boîte, 2 ans après,
n'en vaut plus que le quart ou la moitié, bah, t'as perdu, donc tu vas pas les exercer en fait. Exactement. Après c'est un arbitrage individuel de dire bon, je connais un petit peu la situation de la boîte, je vois la dynamique, est-ce que c'est intéressant pour moi de l'exercer ou pas, je crois pas. Ouais, exactement. Et après, tu vois, moi j'ai des anciens salariés par exemple, ils arrivent au bout de cette période de 3 ans et là on en a 3 qui ont exercé leur BSPCE malgré le fait qu'il n'y ait pas d'événement de liquidité parce qu'ils se disent la boîte est tellement en croissance que de toute façon je vais faire une plus-value là-dessus. Trajectoire, ok. Ouais. Donc ce que tu fais, c'est intéressant hein, d'ailleurs, mais quand tu bosses dans une boîte comme ça et que tu as des BSPCE, il faut quand même essayer de penser en termes de trésor individuel. Oui. Tu te fais ton petit compte sur Sumeria, tu t'ouvres un petit compte BSPCE, tu mets tous les mois un peu d'argent pour pouvoir les exercer plus tard. Ouais, et bah ça c'est très malin. Parce que sinon, tu peux te retrouver un peu collé à pas pouvoir les exercer. Il faut que les salariés aillent voir les fondateurs pour leur dire le plan de BSPCE, il faut qu'il y ait 3 ans ou 5 ans ou 7 ans d'exercice post-départ des salariés, parce que si c'est 3 mois, t'as pas le temps de trouver les liquidités, etc. Donc il faut essayer d'importer cette bonne pratique partout en France. L'argent que tu donnes pour l'achat des parts de BSPCE, il va où? C'est de l'augmentation de capital? C'est du rachat d'actions à des gens? Alors il va dans les comptes de la boîte. Donc c'est une augmentation de capital? Alors c'est une augmentation de capital, ouais, probablement. Ok. Donc il va dans les comptes de la boîte, il sert à la boîte pour investir, voilà, c'est pas dans les poches des fondateurs, non, pas les du poches, tout. Non, parce que tu peux te dire, non, ok, il sert à la boîte. Généralement, dans une boîte, tu as combien de parts de BSPCE réservées aux employés, toi, chez Matera? Alors, je crois que c'est entre 10 et 15%, je connais pas le chiffre exact. C'est à peu près la norme. C'est souvent aux alentours de 10. Alors, nous, c'est plutôt pas mal, ouais. Ouais, mais je crois que en fait, l'idée, c'est de te dire, dans les 5 premières années, tu vas mettre 5%. Oui. Dans les 5 années suivantes, tu vas remettre 5%. Mais ces 5%, il faut faire attention, parce que c'est 5% qui... pour bien comprendre, on parle d'augmentation de capital à chaque fois. Donc, quand tu fais 5% de BSPCE sur 100% d'actions, et que après tu lèves de l'argent auprès d'un fonds d'investissement, le fonds d'investissement va prendre 20% de la boîte en augmentation de capital. Donc, ces 5% se transforment en 4% parce que tu perds. Ça dilue tout le monde. Ça dilue tout le monde, toi y compris. Ouais. Et donc, quand tu refais un plan de BSPCE avec 5%, en fait, tout le monde perd 5%. Enfin, perd. C'est de l'argent qui rentre dans la boîte aussi, hein, qui valorise. Mais voilà, donc à la fin, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ton pourcent, il peut se transformer au bout du compte en 0,5. Ouais. Ça, il faut essayer de bien comprendre comment tout ça fonctionne parce que sinon... sinon, à la fin, tu peux avoir l'impression très vite soit de te faire bananer, soit... Ok. Donc, vous avez fait, tu sais combien, juste pour comprendre, là c'est pour moi aussi, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, t'as fait, ton premier plan de BSPCE, c'était combien de part 5%, enfin c'est un pourcentage de la boîte, ouais, c'était 5%. Je crois qu'en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque tour de financement, on a remis 5%. Ok. Et aussi on a fait une chose qui est intéressante et qui est importante pour tout le monde, je pense, et c'est pareil, encore une fois, si vous êtes salarié, allez voir les fondateurs pour exiger ça. En fait, en 2021, avec l'augmentation des taux d'intérêt, il y a eu une baisse des valorisations dans les boîtes. Ouais. Et en fait, quand il y a une baisse des valorisations dans les boîtes, il y a la baisse de valorisation pour les investisseurs, pour les fondateurs, mais aussi pour les salariés, parce que les BSPCE valent moins d'argent qu'auparavant. Et l'impact, il est encore plus fort parce que le pourcentage de détention d'un fondateur, tu vois, moi j'ai 11% de la boîte, mais si tu es salarié et que tu as 0,1, c'est super fort que la valorisation de la boîte diminue. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réattribué des BSPCE à tout le monde pour que les BSPCE restent intéressants et restent un incentive ou restent un intéressement qui soit motivant et qui ait vraiment de la valeur, quoi. Et pour toutes les boîtes qui ont connu, si tu veux, des baisses de valorisation, c'est très intéressant et c'est très important de réallouer éventuellement des BSPCE à tout le monde pour que ça reste sympa, hein, quand motivant même, et que ce soit pas un mirage. Bon, c'est pas sympa, mais si tu veux, franchement... Après, elle est remontée l'action aussi maintenant. Tu vois, et maintenant, elle est remontée, ouais. Oui, donc ils ont quand même bien gagné aussi. Ils ont bien gagné, ouais. Mais c'est légitime. Mais attends, c'est quoi la réussite d'une boîte? Si ce n'est la réussite de chaque individu qui la compose et de la performance de chacun.
Enfin, franchement, il faut arrêter avec le mythe de l'entrepreneur. C'est grâce à lui que tout réussit, c'est lui qui crée de l'emploi, etc. Je suis d'accord, bien sûr. C'est que des conneries, ça. Oui, mais l'entrepreneur... Non, mais ça, je suis complètement d'accord. Je dis juste que l'entrepreneur, il joue aussi sa paume, tu vois, toi, quand t'as... et l'investisseur aussi. Enfin, tu vois, faut pas voir l'investisseur comme un grand méchant. Je veux dire, quand la valorisation de la boîte baisse, lui aussi, tout le monde perd de l'argent, et y compris, je pourrais te dire, c'est le jeu, ma bonne Simone, tu vois, mais... Mais tout le monde, si tu veux, défend ses propres intérêts, mais il faut pas négliger l'intérêt des salariés. Et moi, j'invite les salariés... C'est beaucoup du rapport de force. C'est du rapport de force entre les fondateurs et les fonds d'investissement. Quand tu négocies une levée de fonds, tu négocies une valorisation et chacun défend son bout de gras. Et là, il faut aussi laisser la place aux salariés pour défendre leur bout de gras et qu'ils soient intéressés à la réussite de l'entreprise. Donc les BSPCE, tu dis 5% à chaque levée, ouais. à peu près. Ça, je pense que c'est assez... c'est pas une norme, c'est beaucoup, mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que les 5%, tu n'es pas obligé de les attribuer tout de suite. C'est-à-dire que en fait, quand tu es entrepreneur du côté tu vas dire, j'ai une poche de 5% que je vais, dans les prochaines années, attribuer aux nouveaux entrants, etc. etc. Donc, tu vas dire, pour le staff existant, je vais en distribuer 2% ou 3% et je me réserve 2% pour ceux qui arrivent. Quoi. Ouais, alors ça, c'est l'enfer de la finance. En l'occurrence, nous, c'est le département finance qui s'en occupe. C'est que tu as un pool de BSPCE si tu veux, il faut gérer ce pool-là. Et c'est très compliqué parce que en fait, tu as des grilles pour dire chaque nouveau salarié en attend, chaque salarié qu'on a déjà eu, qui est déjà depuis 4 ans, va en réavoir. En fonction de ta seniorité, tu vas en avoir plus ou moins. Tu as des gens qui partent, mais du coup qui n'ont jamais exercé leur BSPCE ou alors qui sont partis avant d'avoir vesté. Et du coup, ça revient dans le pool global. Et donc, c'est quand même, en termes de gestion opérationnelle, un capharnaüm pas possible. Il faut quand même que la finance alloue une partie de son temps à cette gestion des BSPCE. J'imagine que je reviens sur Uplo, on va leur faire un bon petit truc de promo. Mais attends, ils vont nous filer une com ou je sais pas, vous m'offrez Uplo, les gars, hein, je vais en avoir besoin. C'est vrai, j'ai peut-être demandé 3 mois de réduc. Mais j'imagine qu'ils ont des concurrents, je vais essayer d'en trouver. T'es obligé de citer 3 noms Non, je m'en fous. Allez, Uplo, voilà, j'ai une bonne image de loin. Ouais. Et j'imagine que ça t'aide beaucoup parce que finalement... Ok, les dirigeants peuvent en avoir aussi. Il y a souvent du réflécheur. Alors souvent, il peut y avoir des négos lors des levées de fonds où tu vas dire OK, mais donc il y a une poche de 5% pour les collaborateurs et nous, on prend 2% et 2% entre associés ou quelque chose comme ça. Ouais, au moment de la série B, on en a eu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit, bon OK, la valorisation de la boîte va être tant, le montant investi va être tant, donc ça va diluer tout le monde. Mais on va quand même reluer un petit peu les fondateurs. Et la manière de reluer un petit peu les fondateurs, c'est de leur attribuer des BSPCE. C'est les investisseurs des anciens tours qui ne sont pas contents. Exactement, mais bon, au bout d'un moment, ils sont contents qu'on lève de l'argent aussi et que la boîte grossisse. Et par ailleurs, là, en début d'année, moi, je suis allé voir mes investisseurs et je leur ai dit, bon, la boîte performe plutôt bien. Ça fait 7 ans que je fais ça. Je suis arrivé à 10 ou 11% de détention du capital. J'aimerais que les fondateurs soient relevés. Et donc, on en a discuté et on a récupéré, grosso modo, alors moi, j'en ai eu un tout petit peu plus que les 2 autres fondateurs, mais en gros, 0,5. Okay. Enfin, à 10 000 BSPCE près. Enfin, bref, vraiment quasiment la même chose. Et donc, on a été un petit peu relevé au fur et à mesure. Et c'est vrai que les fondateurs obtiennent des BSPCE aussi. Et 0,5 sur une valeur à 200 millions, ça fait quand même 1 million. Attends, pour l'instant, c'est pas liquide. On verra, Inch'Allah, dans le temps. Hein, mais voilà. Mais c'est aussi une question pour moi de rapport de force dans la détention du capital pour faire en sorte que les fondateurs restent un pôle qui a du pouvoir par rapport aux investisseurs. Pareil, mais enfin, on parle de motivation. Quand t'es à 11%, c'est ta boîte, mais c'est plus ta boîte aussi. Hein, ça fait partie du game, c'est comme ça. Mais on te donne 0,5 où tu peux les vester sur 4 ans parce que c'est souvent les mêmes règles que pour tous les autres. Absolument, mêmes règles. Et je veux dire, tu t'arraches aussi un peu plus en te disant j'ai les bonnes raisons. Alors moi, que j'ai 10,5 ou 11, j'en ai rien à foutre parce que ça va pas changer grand-chose à mon patrimoine. Enfin, ça va changer un petit peu, mais... Tu sais quoi, tu me les donneras à la fin et moi, ça m'intéresse. Non, je les donnerais plutôt à une charité ou à la Fondation Abbé Pierre, moi, t'inquiète. J'ai beaucoup de respect, mais
Fondation, non, t'as dit? la Fondation Abbé Pierre. Qui fait Alors, un elle a travail changé de nom. extraordinaire. Ah Tu oui. sais, c'est vrai, parce qu'il est plus à la mode en ce moment. Plus en odeur de sainteté, ouais. Ouais. Mais le mec qui la dirige, qui s'appelle Christophe Robert, est un mec extraordinaire. Ouais. Voilà, je leur fais leur pub. Très bien. Mais en fait, pour moi, c'est pas tant une question de richesse, c'est une question de, encore une fois, rapport de force. Et donc, de dire que le pôle fondateur, en fait, gagne un petit peu de rapport de force par rapport aux investisseurs, etc. Ça, je trouve ça intéressant, quoi. Tu es imposé, tout à l'heure j'ai dit comme ça, mais en fait c'est pas forcément si évident. J'ai pensé à flat tax. Oui, c'est la flat tax. C'est la flat tax, donc Ouais. c'est pas considéré comme un salaire puisque tu achètes une action à un prix et que tu la revends à un autre. Attends, la flat tax, tu vas la payer au moment où tu revends les BSPCE. Tu vois, par exemple, au moment de la série A ou la série B, je sais plus, on a permis aux salariés qui le souhaitaient d'exercer une partie de leur BSPCE et de le revendre pile poil à ce moment-là. Et donc, eux, ils ont été imposés à la flat tax. Et donc, à l'époque, c'était 30%. Quoi. Là, en fait, l'avantage du BSPCE, pour expliquer une sorte de mécanique ou logique fiscale, tu vas me dire si je me trompe, c'est comme souvent c'est fait à un moment où il y a une levée de fonds, oui. Il y a une valorisation de la boîte. Donc, oui. on va dire la boîte, elle vaut là 10 millions. Oui. Et vous avez le droit d'acheter des actions sur la valorisation de 10 millions. Oui, tu peux dire moins ? Non. Ah, ça c'est très intéressant, ouais. Tu peux dire moins. C'est ça qui est extraordinaire. Alors là, en revanche, si tu fais ça, il y a un avantage. Là, je pense que tu payes des impôts sur ce moment. Alors non. Alors c'est un débat fiscal. Je vais expliquer un peu ce que je suis en train de dire. C'est qu'imaginez, il y a une levée de fonds. J'espère qu'on vous perd pas là. Matera. C'est important. C'est très important ce qui se passe. Lève de l'argent sur une valorisation de 10 millions. Donc c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, vous avez compris, c'est 200. Et donc, les investisseurs, quelqu'un va investir 5 millions sur une valorisation à 10. Donc, ils vont à la fin avoir un tiers de Matera. Bon, peu importe, c'est peut-être pas réel, mais voilà. Donc, la nouvelle valorisation va être de 15 post-money. Vous m'avez suivi. Les 10 millions, je vais vous donner des BSPCE. 5% de BSPCE sur les 10 millions, ça fait 500 000. Mais en revanche, je vais vous les donner sur une valo à 5 millions. Parce que je vais vous donner une petite carotte, je suis sympa. Et donc, déjà là, si vous achetez les actions dans le futur, bah, vous aurez fait x2. Parce que je vous vends un truc à 5. Alors, techniquement, je pourrais aller sur le x3, mais je ne vais pas perdre tout le monde. À 5. Qui vaut déjà le double. Qui vaut déjà le double. Oui. Donc là, normalement, l'administration fiscale devrait dire toi là, regarde, tu leur as vendu un truc à 5 millions alors qu'il en vaut 10. Donc ça, c'est un salaire déguisé. Alors, exactement. Et ça, c'est un débat qu'il y a actuellement. Et l'administration fiscale n'a pas encore complètement tranché, mais a priori, ça irait plutôt dans le bon sens. C'est que, en fait, tu lèves à une valorisation de 10 millions d'euros, mais tu peux attribuer des BSPCE avec un prix d'exercice à 5 millions d'euros. Pourquoi est-ce que tu peux avoir une décote, pareil, qui est très intéressante pour les salariés ? Pour 2 raisons. C'est que, les investisseurs, quand ils investissent, ils investissent avec des actions de préférence. Et des préférences des clauses de... On va revenir. Je vais le réexpliquer. On va le réexpliquer juste après. Okay. Ouais, avec des actions de préférence qui n'ont pas les mêmes droits que les actions ordinaires. Et donc, parce que ces actions-là sont plus intéressantes, parce qu'il y a des clauses de préférence de liquidité où en fait ils récupèrent plus d'argent s'il a... Je vais les réexpliquer après. Vas-y. Super. Ça, donc, c'est action de préférence. Actions de préférence, donc elles sont plus intéressantes que tes actions ordinaires. Et du coup, tu as le droit d'appliquer une décote sur tes actions ordinaires. Compris. Première chose. Okay. Deuxième chose, c'est que l'administration fiscale a dit, c'est vrai qu'il y a un problème de liquidité dans les startups. Et du coup, si tu veux, comme c'est moins liquide que d'autres actions... Que des actions en bourse, par exemple, exactement, qui s'achètent et qui se vendent comme ça au quotidien. Exactement. Il peut y avoir une décote d'illiquidité. C'est pas facile à dire, mais qui, en gros, te permet d'attribuer un prix d'exercice qui est moindre que la valorisation qui a été fixée au dernier tour. Et du coup, pour ces 2 raisons-là, tu as le droit d'appliquer une décote sur tes J'imagine BSPCE. Que c'est peut-être pas 50%, mais... Alors, ça peut aller jusqu'à 50%. Okay. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait nous au dernier tour. Et c'est ce que Alan avait fait pour certains de ses BSPCE. C'est ce que d'autres entreprises ont fait. Okay, donc et ça, c'est super intéressant pour les salariés. Ouais. Donc, si tu es salarié, va voir ton fondateur. Dis-lui, je veux pouvoir exercer mes BSPCE jusqu'à 3, 5, 7 ans après mon départ. Mais en plus de ça, j'aimerais que tu fixes un prix d'exercice pour mes BSPCE qui est 50% moins cher que le dernier tour de valorisation. Alors, on va vous expliquer le point 1, très vite. Tu vas me dire si je suis bon. Le waterfall, les actions ordinaires. C'est très important, je crois que je l'ai déjà fait sur la martingale, mais ça mérite un refresher, ça aussi. Dans une société,
quand on crée la société, on va la créer avec des actions, on va dire, sans action. Donc là, ce sont des actions ordinaires. Derrière, je vais vous parler de waterfall, des actions catégorie A, B, C, D, etc. Les actions ordinaires, c'est les 100 premières actions. OK ? Alors, on va partir sur 1000, c'est plus simple. Les 1000 premières actions. Je vais faire une levée de fonds. Normalement, il y a un seed, il y a bon, mais on va appeler ça la série A. La série A, je vais émettre 200 actions nouvelles. Donc la société va passer de 1000 à 1200 actions. Il y a un investisseur qui a investi pour mettre ces 200 actions et lui va avoir payé beaucoup d'argent dans cette série A pour investir. Donc la société passe de 1000 à 1200 actions. Donc elle va passer par exemple d'une valeur de 1 million à l'origine quand on a créé tout ça. On a tous mis 10 000 € pour une action. Et puis là on a dit, bon maintenant elle vaut 10 millions, toi tu mets 2 millions et tu as les 200 actions au-dessus. Série A. Il a des actions qu'on va appeler de catégorie A. Je vais y revenir après. Un peu plus tard, il y a une nouvelle levée de fonds, une série B. La valeur de l'entreprise est passée à 120 millions. Donc 1200 actions à 1 million chacune. Belle boîte. Belle boîte, c'est une très belle progression. Et là, il y a un investisseur qui arrive dans la série B qui va dire moi je voudrais mettre 30 millions. Donc la société va passer de 1200 actions à 1500 actions de 1 million, et elle va passer de 120 millions de valeur à 150 millions, puisqu'il y a eu 30 millions de cash qui ont été investis dedans. Action de catégorie B. Après 1 milliard, on arrive dans un truc, etc. Action de catégorie C. OK ? Ces actions vont avoir ce qu'on appelle alors, il y a l'abréviation liquide préf, c'est une liquidation préférentielle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si la société est vendue, donc je reviens sur la catégorie B, à une valeur de moins de 150 millions, ou voire moins de 100 millions par exemple, eh bien celui qui a mis ces 30 millions sur une valeur à 150, il va récupérer d'abord ces 30 millions. Et celui qui a mis ces 2 millions, il va récupérer. Et si jamais la société, par exemple, n'est vendue que 30 millions d'euros, celui qui a mis ces 30 millions en série B, la catégorie B, vous vous souvenez, il va récupérer les 30 millions d'euros. Et les autres, ils récupèrent 0. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe là-dessus ? C'est que si la société, alors vous vous souvenez, le catégorie A était à 32, ceux qui ont acheté, la société à la fin est vendue 32 millions d'euros, et ça arrive, des moments, des sociétés qui ne vont pas dans la bonne direction, elles sont vendues 10 millions, 15 millions, 20 millions, alors qu'à un moment, elles valaient beaucoup plus. Tous les actionnaires, les fondateurs, les BSPCE, tout ça qui ont des actions ordinaires, parce que les BSPCE, c'est quasiment toujours des actions ordinaires, récupèrent 0 si ça arrive assez souvent. C'est exactement ça. Et c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense. Voilà. Donc ta boîte, elle a été valorisée. C'est pour ça que les survalorisations, c'est pas toujours très bon, parce que derrière, quand la boîte est vendue, il y a beaucoup de gens qui se font rincer. Et les pimpins comme les fondateurs et les salariés. Oui, et puis dans ton exemple, c'est quand même que tu as créé une boîte qui se revend 30 millions d'euros, donc c'est quand même une belle réussite, mais tu touches 0. Zéro. Donc il y a des combats quand même de plus en plus à chaque tour de table pour dire attends, moi je veux pas que mes actions soient ordinaires, je veux les catégoriser autrement, ou etc., etc. Généralement, peut-être que Alan et des gens feront un peu la différence, mais les salariés et puis de temps en temps les fondateurs, quand ils sont en position de force, réussissent à passer avec des actions de catégorie B, C à chaque fois en disant attends les gars, moi je bosse pas pour rien. Mais voilà, je reviens sur la fin, les 32 millions, si t'es vendu 32 millions, il y en a qui ont mis 2 millions, il y en a qui ont mis 30, ils récupèrent tout, toi tu récupères 0 quoi. 0. Et il y a énormément, mais c'est quasiment majoritaire, de startups qui sont vendues moins cher, dans lesquels les fondateurs récupèrent littéralement 0, et les collaborateurs aussi. Donc, à la fin, quand tu comprends pas bien ça, et que tu as exercé tes actions, et que tu as mis 10 000 € pour avoir tes actions, et que tu n'as pas eu de liquidité, et qu'à la fin, on te dit désolé chérie, mais en fait, tes 10 000 €, tu les as mis dans la boîte, et tu récupéreras 0, tu as une impression d'injustice de ouf, mais non, il fallait lire les interlignes, catégorie A, B, C, comprendre. Donc le waterfall, c'est donc waterfall, c'est une chute d'eau. Tu vas voir dans la chute d'eau, tu as ceux qui sont en haut qui récupèrent plus que ceux qui sont en bas, ou l'inverse, je sais pas, je pense que c'est plutôt ça, ceux qui sont en haut. Donc voilà, si vous avez compris ça, vous avez quand même compris aussi le risque, et ce qu'expliquait Raphaël, ça veut dire que toi, quand tu investis avec des actions ordinaires, on disait tout à l'heure,
Sur la base 10, de 10 millions, Mm. si on te dit tu as une décote à 5, Mm. c'est que, en fait, à un moment, tu as quand même un risque. Ton action, elle vaut pas le même prix que Exactement. l'action de catégorie B. Et c'est pour ça que l'administration fiscale autorise les entreprises à fixer un prix d'exercice qui est moindre que la valorisation du dernier tour. Mm. Mais par ailleurs, moi j'entends de plus en plus de fondateurs négocier dans le premier ou un tour ultérieur de financement le fait qu'il n'y ait pas de liquid pref. Ouais. Alors Ça, il faut faut vraiment être en rapport de force. Ouais, faut être en rapport de force. Quand tu as une très belle boîte, Mm. les investisseurs, ils rentrent, ils disent non, mais. Alors, je vais expliquer pourquoi c'est aussi ça. Hein. C'est aussi légitime. C'est qu'à un moment, quand toi, tu rentres, tu mets 30 millions, c'est ton métier d'être investisseur professionnel, tu sais que la boîte, elle peut aussi partir au tapis et valoir littéralement zéro. Oui, mais c'est qui perd gagne. Est-ce que si la boîte explose, toi tu vas gagner énormément d'argent parce que tu as investi et que la valorisation de ta boîte, la valorisation de ta détention d'actions gagne énormément. Mais si la boîte vaut beaucoup moins, tu gagnes quand même parce qu'en fait tu récupères ta mise. Donc c'est un peu un jeu de dupes joué par les investisseurs et il faut aussi participer à la culture financière à la fois des salariés mais des fondateurs pour le coup aussi et des entrepreneurs pour dire c'est des clauses qui sont importantes, il faut les négocier quoi. Non, mais voilà, les investisseurs, ils veulent dérisquer, mais en fait, voilà, ça fait partie aussi du risque. Moi, j'ai une casquette investisseur avec OVNI Capital. Il y a des investisseurs qui acceptent de ne pas mettre, voire qui militent. Il n'y en a pas beaucoup là-dessus parce que eux, ils risquent. Et puis, en fait, quand toi, tu as des gens qui investissent chez toi, ils veulent un meilleur rendement. Et ça te permet d'avoir un meilleur rendement quand tu es investisseur. Absolument. Et par ailleurs, il faut briser un peu un mythe qui est que les investisseurs aiment pas trop les BSPCE parce que ça dilue tout le monde, ça les dilue eux aussi. Et là, il faut quand même rendre hommage à Index et notamment à Martin Mignot. Index, c'est un fonds d'investissement anglo-américain. Ils ont écrit un bouquin qui file à chacune des startups dans lesquelles ils investissent, où ils disent voilà comment filer des BSPCE à vos salariés, voilà quels sont les plans, les montants, les pourcentages qu'il faut filer, etc. à chaque fois. Et si on a fait des BSPCE chez Matera et si on a continué à le faire, c'est notamment parce qu'on avait Index au capital et qu'ils nous ont toujours poussé à le faire. Donc les anglo-américains ont très bien compris que les BSPCE c'était intéressant pour la réussite globale de la boîte et c'est plutôt l'Europe qui fait de la résistance et en l'occurrence c'est plutôt une bonne pratique qu'il faut appliquer quoi. Ok. Toi, tu as fait ça dès le jour 1 de Matera. Ouais. Tu peux faire ça dès que tu ouvres une boîte? Non, en fait, on l'a fait au moment de notre premier tour de financement, quoi. Ok. Au moment du seed. Ouais. Et est-ce que tu peux le faire quand tu fais pas de financement? Je veux dire, tu connais moins ton univers, mais moi, là, je vais créer une boîte, en l'occurrence, vraiment. Je peux créer une poche de BSPCE. Complètement. Tu crois que ça coûte combien de créer ça? Il faut trouver un avocat un peu malin qui a l'habitude de le faire. Ouais. Ça doit coûter 5000 balles. Faut un avocat malin qui a l'habitude de le faire, encore une fois. Ouais. Après, il faut la gestion. J'imagine que Upload de nouveaux amis, ça doit coûter un peu d'argent. Pas grand-chose. Mais en l'occurrence... alors évidemment, il y a plein de boîtes où c'est peut-être moins intéressant parce que si tu as une croissance... mais bon, tu vois, même ce qu'on appelle bootstrap, des boîtes autofinancées qui font 10, 15, 20% de croissance par an. Dire tu restes 5 ans, tu as des BSPCE et donc tu as acheté des trucs avec du 15-20% de croissance par an. En effet, tu vois, tu as mis tes 10 000 euros. À la fin d'année, tu fais 20%, plus 20%, plus 20%, plus 20%. Très vite, ça double, quoi, en fait. Complètement, ouais. Donc, c'est pas uniquement du tout réservé aux boîtes qui sont financées par des levées de fonds. Et ça peut être racheté par la boîte, en plus, éventuellement. Ça peut être du rachat d'actions. Ouais. Y en a qui font ça. Si des boîtes ont la trésorerie pour racheter des actions de leurs employés, tant mieux. Et après, tu as des options dans certaines boîtes, je l'ai vu, mais sur lesquelles, en fait, ça peut être compréhensible sur des boîtes moins start-up, on va dire, et moins financées, sur lesquelles tu as la boîte peut imposer de racheter. Ils ont une fenêtre de rachat des BSPCE dans les années après le départ. Oui, pour éviter d'avoir un actionnariat salarié trop compliqué, d'anciens salariés qui sont toujours là 10 ans après. Oui, on va avoir le problème, nous aussi, je pense, c'est que sur ta cap table, donc ta liste d'actionnaires, si tu as quelqu'un qui a 0,0001, etc., et que tu dois l'inviter à chaque fois à l'Assemblée Générale, ça bloque un peu dans les prises de décision, etc., ça peut être vite chiant. Et donc, je comprends que parfois, tu as envie de un peu ce qu'on appelle cleaner ta cap table, où en fait, tu rachètes les actions des plus petits porteurs. Alors, il y a des boîtes qui font ce qu'on appelle des manco. Ça te parle ça? Non? Franchement, je suis pas vraiment familier. En fait, je crois
qu'il y a des boîtes qui mettent tous les salariés de BSPCE dans une structure ad hoc. Donc c'est 5% par exemple. Alors là, ce sera des avocats qui le feront. On a pas mal d'avocats en plus là-dessus. On a un Discord. Allez vous connecter sur Discord. C'est pas compliqué sur la martingale. Épisode par épisode, il y a des discussions qui existent là-dessus. Ah, ok. Donc vous pourrez en parler. Je suis pas que. Ouais, c'est parce que c'est un problème qu'on va avoir. Ouais. Et là-dessus, en fait, je pense que c'est intéressant. Parce qu'en effet, ce que tu appelles la cap table, donc la liste des actionnaires, la table de capitalisation, quand ça se complexifie, c'est vraiment une tannée. Et donc là, si tu mets tout le monde dans une SAS, tu fais ça avec Roundtable, nos amis, et ben en fait, tu as une autre société qui là-dessus, en fait, a un seul objet social. Donc j'ai perdu le terme, mais qui est une Manco. Ouais, une Manco, mais non, tu sais, une société dont le seul objet social est d'être actionnaire, un SPV, Special Purpose Vehicle, donc le seul objectif est d'être actionnaire de Matera pour les anciens employés ou les employés. Et donc en fait, tu les mets tous dans une société. Toi, au lieu d'avoir 100 actionnaires pour les 5%, tu auras un actionnaire pour les 5%. Yes. Ok. Cool. Je crois qu'on avait quand même un bon tour. Comment tu fais pour convaincre ton boss, tu crois toi, comment t'y vas Je pense que les salariés sous-estiment énormément le rapport de force qu'ils ont avec les fondateurs. Et à un moment, si tu performes bien et si tu fais avancer suffisamment la boîte, le boss a plus besoin de toi que toi, enfin que le salarié n'a besoin de son boss. Voilà. Et d'ailleurs, ça peut se grouper. Alors, non, mais il faut le grouper. Moi, je pense qu'il faut le grouper avec les meilleurs, hein, évidemment. Prenez pas les brebis galeuses parce qu'en plus souvent ils vont être relous. Ah ouais, je vais revenir sur une question là-dessus que j'ai après. On n'est pas obligé de les donner. Mais voilà, tout le monde. Il faut aller. Si c'est pas encore le cas dans la boîte, il faut. Et encore une fois, c'est un rapport de force, donc il faut négocier là-dessus. Quoi. Oui, je reprends le terme rapport de force qui peut être mal interprété. Rentrez pas dans un bras de fer. Très 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 désagréable quand t'es le boss. Ce que tu veux, c'est avoir des gens qui viennent, qui te disent. Ah oui, il faut être malin, écoute, on a une super idée, nous on aimerait vraiment... Quand t'as des gens qui te disent... En fait, t'as deux interprétations quand t'es au-dessus. C'est que tu peux te dire, putain, ils veulent venir croquer mon gâteau, attends, j'ai sué toute la sueur de mon front, etc. Et si c'est mal présenté, tu vois ce que je veux dire. Alors, je comprends, mais si déjà ton boss pense que c'est son gâteau à lui, c'est qu'il y a un problème. Je sais, mais en fait, encore une fois, je te dis si c'est mal présenté. Okay. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu dois arriver et dire... en fait, moi, quand j'ai des gens qui viennent me voir... et qui me disent mec viens vas-y j'adore cette aventure, on se régale, on va s'envoyer dans l'espace, etc., mais tu comprends, moi j'ai pas de skin in the game, j'ai envie de rester, j'ai envie de me projeter les 4-5 prochaines années, en revanche fais croquer. Tu vois, si j'ai quelqu'un qui vient qui me dit ouais c'est pas normal, nous machin et truc et puis machin, je dis mais tu vois, j'ai envie de dire mais bon ok vas-y. Bien sûr, de toute façon si t'as une relation comme ça avec tes employés c'est problématique. Donc voilà, ce que je veux dire, mais il y en a, de temps en temps, ils arrivent, c'est de la maladresse, quoi. Donc, juste, là, je me mets du côté, la team employée de ceux qui nous écoutent, il faut y aller avec un discours qui est enthousiaste, visionnaire. T'es de l'autre côté, tu dis, mais mec, mais bien sûr, bonbon, quoi, meuf, tu vois, on y va, régale, allez, vas-y. On s'emballe tous ensemble, tu vois. Yes. Ne pas mal interpréter ce que je viens de dire. Et donc, ok. La question que j'avais du coup indirect là-dessus, c'est que est-ce que je suis obligé de en proposer à tout le monde ? Ah, t'es obligé de rien. Donc tu peux en proposer que au cadre, que au bon, que au mauvais. T'es obligé de rien. Après, il y a peut-être des... Après, c'est les règles de droit commun, de discrimination, etc. De dire... à un moment, il y a quelqu'un qui peut contester en disant pourquoi est-ce que lui, il en a eu et pas lui. Et moi, j'en ai pas eu. Et c'est des questions de justification, etc. Mais... en fait, à la différence de, par exemple, tu vois, la prime Macron, où tu peux filer, je sais pas, 500 000 balles, 5 000 balles, enfin, c'est capé, mais de prime à tes salariés. En dessous d'un certain salaire, je crois. Mais en dessous de 3 fois le SMIC, sans qu'il y ait de charges sociales et sans qu'il y ait d'impôt sur le revenu pour les employés, et bah ça, par exemple, tu es obligé de le filer à tout le monde. Et je crois le même montant. À l'inverse, les BSPCE, tu n'es pas du tout obligé de le filer le même montant et tu n'es pas obligé d'en filer à tout le monde si tu veux. En l'occurrence, il y a des boîtes comme nous qui en filons à tous les salariés, il y a des boîtes qui en filent que au cadre ou au top management ou à je ne sais qui. Tout à fait compris. On est bon. Je crois qu'on a fait ça. Non, mais après, il faut aussi en donner à... Je veux dire, c'est...
peut-être c'est pas discriminant, mais il faut aussi en donner à ceux que tu veux retenir en fait et qui restent. S'il y a des gens que tu veux pas forcément, tu vois, soit en fonction de ton salaire. Après chacun fait ses règles, hein, mais je veux dire c'est pas des négos individuels. Moi j'aime pas trop dans certaines grosses boîtes américaines où t'as des grilles pour tout le monde, etc. Et où si tu rentres là-dedans, à la fin t'arrives avec des gens, t'as pas forcément envie qu'ils restent, mais comme ils restent et qu'ils réussissent, bah tu leur en donnes plein. Et en fait tu te retrouves avec des gens qui prennent plein de BCPE si c'est eux qui les donnent envie de rester alors que toi t'as pas envie qu'ils restent ou vite. Enfin. Non, t'as entièrement raison. Il faut essayer de faire une grille qui est un peu créatrice en matière, enfin que ce soit très liée à la performance et pas liée au fait à l'ancienneté. Je comprends. Et aussi, je pense qu'il faut vraiment, enfin tu vois, il y a des exemples d'entrepreneurs aujourd'hui. Tu vois par exemple Mounir de Finery. Il était salarié chez Trendline. Ouais. Bonne idée. Ouais. Trendline a fait une IPO. Et, une introduction en bourse. Une introduction en bourse, exactement. Et il a fait une vidéo où il explique très bien comment ça a un peu changé sa vie. Quoi. Et donc, il faut vraiment prendre conscience du potentiel que peuvent avoir les BSPCE sur une trajectoire de vie, sur une trajectoire de richesse. Quoi. Et à partir du moment où on a compris ça, alors on va chercher à se documenter, on va chercher à mieux comprendre, on va chercher à mieux négocier. Et il y a pour revenir à ce que tu disais, c'est un arbitrage à faire entre combien je veux de salaire, combien je veux de BSPCE. Et en effet, c'est à chacun de faire son propre arbitrage en disant bah là, je vais avoir un enfant, je vais devoir payer la crèche, j'aimerais acheter un appart, etc. Je veux plus de salaire. Mais si tu es dans une autre situation, tu peux dire moi, franchement, je prends le salaire de base ou un peu moins de salaire, mais par contre, je veux maximiser mon nombre de BSPCE. Et ça, il faut vraiment que les gens demandent, par exemple, quand tu passes un entretien d'embauche, combien la boîte fait de revenus, quelle est la trésorerie de la boîte, quelle est la trajectoire sur les 4-5 prochaines années, et comment moi je me construis mon patrimoine. Et si on arrive à là, ce sera magnifique. Vous avez t'as complètement raison, vous êtes légitime à le demander. Combien fait de chiffre d'affaires, quelle est la trésor? Je pense que je serais surpris si on me demandait ça, mais je crois que ça m'intriguerait et je trouverais ça très cool en vrai. C'est responsabilisant. Mais tu sais, on recrute des gens en Allemagne, ouais. Et les gens en Allemagne, ils sont moins familiers avec les startups et de ça, ils bossent plutôt pour des grands groupes, et du coup ils sont un peu inquiets que les boîtes n'existent plus dans 2 ans, et du coup, enfin pas à chaque entretien, mais assez souvent en entretien, les gens disent bah combien la boîte fait de chiffre d'affaires, combien elle perd d'argent par mois, quelle est la trésorerie de la boîte, et c'est beaucoup plus commun en Allemagne par exemple qu'en France, donc c'est tout à fait légitime quoi. Bah oui, légitime, tu rentres dans une boîte, tu vas y mettre des années de ta vie. Exactement. Bravo, bah voilà, honnêtement, si vous êtes entrepreneur ou surtout collaborateur employé, moi cet épisode est une bombe. Merci Raphaël, parce que on a quand même, je crois, tout couvert. Il y a un moment à 30 minutes, je me suis dit, je crois que c'est bon, on a tout dit. En fait, non, on a rajouté 30 minutes derrière qui étaient, je pense, très précises. Réécoutez-le, partagez-le, on va essayer d'en faire un bon résumé, parce que voilà, moi je pense que l'actionnariat salarié, c'est vraiment la chose qui peut changer la direction du salariat, qui peut enrichir vraiment comme Pierre chez toi et comme pas mal de monde, et qui implique tout le monde dans la même direction, donc je trouve ça très cool. Avant de te laisser, Raphaël Di Meglio, on te trouve sur LinkedIn. Ouais, j'aime bien écrire des conneries sur LinkedIn. Ouais, bah, très bien. Tu nous feras un beau résumé aussi avec ce qu'on a dit là. Avec plaisir. Ouais. Et puis... tu me fais un code promo, un truc Matera, si je viens de la part de la Martingale? Code Martingale. Je te fais un trimestre de charges offertes de copropriété. 2 trimestres? Ouais. Mais tu rigoles ou quoi? Allez. C'est toi qui les payes? Non, moi je prends pas de commission. 2 trimestres 2 trimestres si tu mets un avis Google sympa. Ok, allez, banco. Moi, je veux offrir ce qu'on n'a jamais. C'est le Martingale ici. Ouais, c'est le meilleur podcast, tu vois. Mais il faut écouter jusqu'au bout, en revanche. Code Martingale, merci Code Raphaël. Martingale. T'as une Martingale à toi, c'est quoi ton petit péché mignon d'investissement? Un truc qui te plaît, un peu à part? Pas l'IMO. T'as pas le droit à l'IMO. Non, mais l'IMO, c'est nul. Ta montre, je sais pas, de l'art, des cryptos. Non, c'est les actions Matera. C'est de très loin ce qui m'emmènera le plus loin. Ok, et ben voilà. Prenez-en de la graine, soyez dans des boîtes qui vous emmèneront très loin, parce que c'est là où vous passez une bonne partie de votre temps. Changez si c'est pas le cas. Si vous vous ennuyez, si vous avez rien à gagner, allez dans des boîtes qui vous font triper. La vie est trop courte pour pas... Voilà. Et demandez des putains de BSPCE. Amen. Pardon de ma vulgarité. Allez, bisous à vous tous. J'espère que cet épisode vous a plu. Venez sur le Discord, partagez-le.
à vos potes, 2-3 potes, à votre patron, 10, 15. 15, voilà. S'il vous plaît, vous m'aidez à chaque fois. Il explose la martingale en ce moment. Je suis trop content. Je m'éclate. J'espère que ça se voit à faire ce podcast. Toujours 5 ans que je fais ça. C'est grâce à vous. Bisous, merci. Je vous kiffe aussi très fort. À la semaine prochaine.